Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Thérèse Raquin, d'Émile Zola. Et nous en étions au chapitre 9. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Au sortir du bureau, il se débarrassa de Camille, en disant qu'il était fatigué, qu'il allait se coucher tout de suite. Thérèse, après le dîner, jouait également son rôle. Elle parla d'une cliente qui avait déménagé sans la payer. Elle fit la créancière intraitable. Elle déclara qu'elle voulait aller lui réclamer son argent. La cliente demeurait aux Batignolles. Madame Raquin et Camille trouvèrent la course longue, la démarche hasardeuse. D'ailleurs, ils ne s'étonnèrent pas. Ils laissèrent partir Thérèse en toute tranquillité. La jeune femme courut au port au vin, glissant sur les pavés qui étaient gras, heurtant les passants, ayant hâte d'arriver. Des moiteurs lui montaient au visage, ses mains brûlaient. On aurait dit une femme saoule. Elle gravit rapidement l'escalier de l'hôtel meublé. Au 6e étage, essoufflée, les yeux vagues, elle aperçut Laurent, penché sur la rampe, qui l'attendait. Elle entra dans le grenier, ses larges jupes ne pouvaient y tenir, tant l'espace était étroit. Elle arracha d'une main son chapeau et s'appuya contre le lit, défaillante. La fenêtre à tabatière, ouverte toute grande, versait les fraîcheurs du soir sur la couche brûlante. Les amants restèrent longtemps dans le taudis, comme au fond d'un trou. Tout d'un coup, Thérèse entendit l'horloge de la pitié sonner 10 heures. Elle aurait voulu être sourde. Elle se leva péniblement et regarda le grenier qu'elle n'avait pas encore vu. Elle chercha son chapeau, noua les rubans et s'assit en disant d'une voix lente « Il faut que je parte ». Laurent était venu s'agenouiller devant elle. Il lui prit les mains. « Au revoir » reprit-elle sans bouger. « Non, pas au revoir » s'écria-t-il. « C'est trop vague. Quel jour reviendras-tu » Elle le regarda en face. « Tu veux de la franchise » dit-elle. « Bien, je crois que je ne reviendrai plus. Je n'ai pas de prétexte. Je ne puis en inventer. Alors il faut nous dire adieu. Non, je ne veux pas. » Elle prononça ces mots avec une colère épouvantée. Elle ajouta plus doucement, sans savoir ce qu'elle disait, sans quitter la chaise, « Je vais m'en aller. » Laurent songeait. Il pensait à Camille. « Je ne lui en veux pas, » dit-il enfin sans le nommer. « Mais vraiment, il nous gêne trop. » « Est-ce que tu ne pourrais pas nous en débarrasser? L'envoyer en voyage, quelque part bien loin ?»« Ah, oui, l'envoyer en voyage, » reprit la jeune femme en hochant la tête. « Tu crois qu'un homme, comme ça, consent à voyager? Il n'y a qu'un voyage dont on ne revient pas. » « Mais il nous enterrera tous. Ces gens qui n'ont que le souffle ne meurent jamais. » Il y eut un silence. Laurent se traîna sur les genoux, se serrant contre sa maîtresse, appuyant la tête contre sa poitrine. « J'avais fait un rêve, dit-il. Je voulais passer une nuit entière avec toi, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers. Je voudrais être ton mari, tu comprends? » « Oui, oui, » répondit Thérèse frissonnante. Et elle se pencha brusquement sur le visage de Laurent, qu'elle couvrit de baisers. Elle égratignait les brides de son chapeau contre la barbe rude du jeune homme. Elle ne songeait plus qu'elle était habillée et qu'elle allait froisser ses vêtements. Elle sanglotait, elle prononçait des paroles haletantes au milieu de ses larmes. « Ne dis pas ces choses, » répétait-elle, « car je n'aurai plus la force de te quitter, je resterai là. Donne-moi du courage plutôt, dis-moi que nous nous verrons encore. N'est-ce pas que tu as besoin de moi et que nous trouverons bien un jour le moyen de vivre ensemble? Alors reviens. Reviens demain, » lui répondit Laurent, dont les mains tremblantes montaient le long de sa taille. « Mais je ne puis revenir, je te l'ai dit, je n'ai pas de prétexte. » Elle se tordait les bras. Elle reprit. « Oh, le scandale ne me fait pas peur. En rentrant, si tu veux, je vais le dire à Camille que tu es mon amant, et je reviens coucher ici. C'est pour toi que je tremble. Je ne veux pas déranger ta vie. Je désire te faire une existence heureuse. » Les instincts prudents du jeune homme se réveillèrent. « Tu as raison, » dit-il.
Il ne faut pas agir comme des enfants. Si ton mari mourait, si mon mari mourait, répéta lentement Thérèse, nous nous marierons ensemble. Nous ne craindrons plus rien. Nous jouirons largement de nos amours. Quelle bonne et douce vie. La jeune femme s'était redressée, les joues pâles. Elle regardait son amant avec des yeux sombres. Des battements agitaient ses lèvres. Les gens meurent quelquefois, murmura-t-elle enfin. Seulement c'est dangereux pour ceux qui survivent. Laurent ne répondit pas. Vois-tu, continua-t-elle, tous les moyens connus sont mauvais. Tu ne m'as pas compris, dit-il paisiblement. Je ne suis pas un sot, je veux t'aimer en paix. Je pensais qu'il arrive des accidents tous les jours, que le pied peut glisser, qu'une tuile peut tomber, tu comprends? Dans ce dernier cas, le vent seul est coupable. Il parlait d'une voix étrange. Il eut un sourire et ajouta d'un ton caressant. Va, sois tranquille, nous nous aimerons bien. Nous vivrons heureux. Puisque tu ne peux venir, j'arrangerai tout cela. Si nous restons plusieurs mois sans nous voir, ne m'oublie pas. Songe que je travaille à nos félicités. Il saisit dans ses bras Thérèse, qui ouvrait la porte pour partir. Tu es à moi, n'est-ce pas? Continua-t-il. Tu jures de te livrer entière à toute heure, quand je voudrais. Oui, cria la jeune femme, je t'appartiens, fais de moi ce qu'il te plaira. Ils restèrent un moment farouches et muets. Puis Thérèse s'arracha avec brusquerie, et sans tourner la tête, elle sortit de la mansarde et descendit l'escalier. Laurent écouta le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Quand il n'entendit plus rien, il rentra dans son taudis, il se coucha. Les draps étaient tièdes. Il étouffait au fond de ce trou étroit que Thérèse laissait plein de ardeur de sa passion. Il lui semblait que son souffle respirait encore un peu de la jeune femme. Elle avait passé là, répandant des émanations pénétrantes, des odeurs de violettes. Et maintenant, il ne pouvait plus serrer entre ses bras que le fantôme insaisissable de sa maîtresse, traînant autour de lui. Il avait la fièvre des amours renaissantes et inassouvies. Il ne ferma pas la fenêtre. Couché sur le dos, les bras nus, les mains ouvertes, cherchant la fraîcheur, il songea, en regardant le carré d'un bleu sombre que le châssis taillait dans le ciel. Jusqu'au jour, la même idée tourna dans sa tête, avant la venue de Thérèse. Il ne songeait pas au meurtre de Camille. Il avait parlé de la mort de cet homme, poussé par les faits, irrité par la pensée qu'il ne reverrait plus son amante. Et c'est ainsi qu'un nouveau coin de sa nature inconsciente venait de se révéler. Il s'était mis à rêver l'assassinat dans les emportements de l'adultère. Maintenant, plus calme, seul au milieu de la nuit paisible, il étudiait le meurtre. L'idée de mort, jetée avec désespoir entre deux baisers, revenait implacable et aiguë. Laurent, secoué par l'insomnie, énervé par les senteurs âcres que Thérèse avait laissées derrière elle, dressait des embûches, calculait les mauvaises chances, étalait les avantages qu'il aurait à être assassin. Tous ses intérêts le poussaient au crime. Il se disait que son père, le paysan de Jeufosse, ne se décidait pas à mourir. Il y faudrait peut-être rester encore 10 ans employé, mangeant dans les crèmeries, vivant sans femme dans un grenier. Cette idée l'exaspérait. Au contraire, Camille mort, il épousait Thérèse, il héritait de Madame Raquin, il donnait sa démission et flânait au soleil. Alors, il se plut à rêver cette vie de paresseux. Il se voyait déjà oisif, mangeant et dormant, attendant avec patience la mort de son père. Et quand la réalité se dressait au milieu de son rêve, il se heurtait contre Camille. Il serrait les poings, comme pour l'assommer. Laurent voulait Thérèse, il la voulait à lui tout seul, toujours à portée de sa main. S'il ne faisait pas disparaître le mari, la femme lui échappait. Elle l'avait dit, elle ne pouvait revenir. Il l'aurait bien enlevée, emportée quelque part, mais alors ils seraient morts de faim tous deux. Il risquait moins en tuant le mari. Il ne soulevait aucun scandale, il poussait seulement un homme pour se mettre à sa place. Dans sa logique brutale de paysan, il trouvait ce moyen excellent et naturel.
Sa prudence native lui conseillait même cet expédient rapide. Il se vautrait dans son lit, en sueur, à plat ventre, collant sa face moite dans l'oreiller où avait traîné le chignon de Thérèse. Il prenait la toile entre ses lèvres séchées. Il buvait les parfums légers de ce linge et il restait là, sans haleine, étouffant, voyant passer des barres de feu le long de ses paupières closes. Il se demandait comment il pourrait bien tuer Camille. Puis, quand la respiration lui manquait, il se retournait d'un bond, se remettant sur le dos, et les grands yeux ouverts recevant en plein visage les souffles froids de la fenêtre. Il cherchait dans les étoiles, dans le carré bleuâtre du ciel, un conseil de meurtre, un plan d'assassinat. Il ne trouva rien. Comme il l'avait dit à sa maîtresse, il n'était pas un enfant, un sot. Il ne voulait ni de poignard, ni du poison. Il lui fallait un crime sournois, accompli sans danger, une sorte d'étouffement sinistre, sans cri, sans terreur, une simple disparition. La passion avait beau le secouer et le pousser en avant, tout son être réclamait impérieusement la prudence. Il était trop lâche, trop voluptueux pour risquer sa tranquillité. Il tuait afin de vivre calme et heureux. Peu à peu, le sommeil le prit. L'air froid avait chassé du grenier le fantôme tiède et odorant de Thérèse. Laurent, brisé, apaisé, se laissa envahir par une sorte d'engourdissement doux et vague. En s'endormant, il décida qu'il attendrait une occasion favorable, et sa pensée, de plus en plus fuyante, le berçait en murmurant « Je le tuerai, je le tuerai ». 5 minutes plus tard, il reposait, respirant, avec une régularité sereine. Thérèse était rentrée chez elle à 11h, la tête en feu, la pensée tendue. Elle arriva au passage du Pont-Neuf sans avoir conscience du chemin parcouru. Il lui semblait qu'elle descendait de chez Laurent, tant ses oreilles étaient pleines encore des paroles qu'elle venait d'entendre. Elle trouva Madame Raquin et Camille anxieux et empressés. Elle répondit sèchement à leurs questions en disant qu'elle avait fait une course inutile et qu'elle était restée 1 heure sur un trottoir à attendre un omnibus. Lorsqu'elle se mit au lit, elle trouva les draps froids et humides. Ses membres encore brûlants eurent des frissons de répugnance. Camille ne tarda pas à s'endormir et Thérèse regarda longtemps cette face blafarde qui reposait bêtement sur l'oreiller, la bouche ouverte. Elle s'écartait de lui. Elle avait des envies d'enfoncer son poing fermé dans cette bouche. Chapitre 10. Près de 3 semaines se passèrent. Laurent revenait à la boutique tous les soirs. Il paraissait las, comme malade. Un léger cercle bleuâtre entourait ses yeux. Ses lèvres pâlissaient et se gerçaient. D'ailleurs, il avait toujours sa tranquillité lourde. Il regardait Camille en face. Il lui témoignait la même amitié franche. Madame Raquin choyait davantage l'ami de la maison, depuis qu'elle le voyait s'endormir dans une sorte de fièvre sourde. Thérèse avait repris son visage muet et rechigné. Elle était plus immobile, plus impénétrable, plus paisible que jamais. Il semblait que Laurent n'existât pas pour elle. Elle le regardait à peine, lui adressait de rares paroles, le traitait avec une indifférence parfaite. Madame Raquin, dont la bonté souffrait de cette attitude, disait parfois au jeune homme « Ne faites pas attention à la froideur de ma nièce. Je la connais. Son visage paraît froid, mais son cœur est chaud de toutes les tendresses et de tous les dévouements. » Les 2 amants n'avaient plus de rendez-vous. Depuis la soirée de la rue Saint-Victor, ils ne s'étaient plus rencontrés seul à seul. Le soir, lorsqu'ils se trouvaient face à face, en apparence tranquilles et étrangers l'un à l'autre, des orages de passion, d'épouvante et de désir passaient sous la chair calme de leurs visages. Et il y avait dans Thérèse des emportements, des lâchetés, des railleries cruelles. Il y avait dans Laurent des brutalités sombres, des indécisions poignantes. Eux-mêmes n'osaient regarder au fond de leur être, au fond de cette fièvre trouble qui emplissait leur cerveau d'une sorte de vapeur épaisse et âcre. Quand ils pouvaient, derrière une porte, sans parler, ils se serraient les mains à se les briser, dans une étreinte rude et courte.
Ils auraient voulu, mutuellement, emporter des lambeaux de leur chair, collés à leurs doigts. Ils n'avaient plus que ce serrement de main pour apaiser leurs désirs. Ils y mettaient tout leur corps. Ils ne se demandaient rien d'autre. Ils attendaient. Un jeudi soir, avant de se mettre au jeu, les invités de la famille Raquin, comme à l'ordinaire, eurent un bout de causerie. Un des grands sujets de conversation était de parler au vieux Michaud, de ses anciennes fonctions, de le questionner sur les étranges et sinistres aventures auxquelles il avait dû être mêlé. Alors Grivet et Camille écoutaient les histoires du commissaire de police avec la face effrayée et béante des petits enfants qui entendent Barbe-Bleue ou le Petit Poucet. Cela les terrifiait et les amusait. Ce jour-là, Michaud, qui venait de raconter un horrible assassinat dont les détails avaient fait frissonner son auditoire, ajouta en hochant la tête « Et l'on ne sait pas tout. Que de crimes restent inconnus. Que d'assassins échappent à la peine des hommes. » « Comment ?» dit Grivet étonné. « Vous croyez qu'il y a, comme ça, dans la rue, des canailles qui ont assassiné et qu'on n'arrête pas ?» Olivier se mit à sourire d'un air de dédain. « Mon cher monsieur, répondit-il de sa voix cassante, si on ne les arrête pas, c'est qu'on ignore qu'ils ont assassiné. » Ce raisonnement ne parut pas convaincre Grivet. Camille vint à son secours. « Moi, je suis de l'avis de monsieur Grivet, dit-il avec une importance bête. J'ai besoin de croire que la police est bien faite et que je ne coudoirai jamais un meurtrier sur un trottoir. » Olivier vit une attaque personnelle dans ces paroles. « Certainement, la police est bien faite, s'écria-t-il d'un ton vexé. Mais nous ne pouvons pourtant pas faire l'impossible. Il y a des scélérats qui ont appris le crime à l'école du diable. Ils échapperaient à Dieu lui-même, n'est-ce pas, mon père ? » « Oui, oui, » appuya le vieux Michaud. « Ainsi, lorsque j'étais à Vernon, vous vous souvenez peut-être de cela, madame Raquin, on assassina un roulier sur la grande route. Le cadavre fut trouvé coupé en morceaux, au fond d'un fossé. Jamais on n'a pu mettre la main sur le coupable. Il vit peut-être encore aujourd'hui, il est peut-être notre voisin, et peut-être monsieur Grivet va-t-il le rencontrer en rentrant chez lui. » Grivet devint pâle comme un linge. Il n'osait tourner la tête. Il croyait que l'assassin du roulier était derrière lui. D'ailleurs, il était enchanté d'avoir peur. « Ah bien ? Non, balbutia-t-il, sans trop savoir ce qu'il disait. Ah bien ? Non, je ne veux pas croire cela. Moi aussi, je sais une histoire. Il y avait une fois une servante qui fut mise en prison pour avoir volé à ses maîtres un couvert d'argent. 2 mois après, comme on abattait un arbre, on trouva le couvert dans un nid de pie. C'était une pie qui était la voleuse. On relâcha la servante. Vous voyez bien que les coupables sont toujours punis. » Grivet était triomphant. Olivier ricanait. « Alors, dit-il, on a mis la pie en prison. » « Ce n'est pas cela que M. Grivet a voulu dire, reprit Camille, fâché de voir tourner son chef en ridicule. Mère, donne-nous le jeu de domino. Pendant que Madame Raquin allait chercher la boîte, le jeune homme continua, en s'adressant à Michaud. Alors la police est impuissante, vous l'avouez. Il y a des meurtriers qui se promènent au soleil ? Et malheureusement oui, répondit le commissaire. C'est immoral, conclut Grivet. Pendant cette conversation, Thérèse et Laurent étaient restés silencieux. Ils n'avaient pas même souri de la sottise de Grivet, accoutés tous deux sur la table, légèrement pâles, les yeux vagues. Ils écoutaient. Un moment, leurs regards s'étaient rencontrés, noirs et ardents, et de petites gouttes de sueur perlaient à la racine des cheveux de Thérèse, et des souffles froids donnaient des frissons imperceptibles à la peau de Laurent. Chapitre 11. Parfois, le dimanche, lorsqu'il faisait beau, Camille forçait Thérèse à sortir avec lui, à faire un bout de promenade aux Champs-Élysées. La jeune femme aurait préféré rester dans l'ombre humide de la boutique. Elle se fatiguait. Elle s'ennuyait au bras de son mari qui la traînait sur les trottoirs, en s'arrêtant aux boutiques avec des étonnements, des réflexions, des silences d'imbéciles. Mais Camille tenait bon. Il aimait à montrer sa femme. Lorsqu'il rencontrait un de ses collègues, un de ses chefs surtout, il était tout fier d'échanger un salut avec lui, en compagnie de madame. D'ailleurs, il marchait pour marcher,
sans presque parler, roide et contrefait dans ses habits du dimanche, traînant les pieds, abruti et vaniteux. Thérèse souffrait d'avoir un pareil homme au bras. Les jours de promenade, Madame Raquin accompagnait ses enfants, jusqu'au bout du passage. Elle les embrassait comme s'ils fussent partis pour un voyage. Et c'étaient des recommandations sans fin, des prières pressantes. Surtout, leur disait-elle, prenez garde aux accidents. Il y a tant de voitures dans ce Paris. Vous me promettez de ne pas aller dans la foule. Elle les laissait enfin s'éloigner, les suivant longtemps des yeux. Puis elle rentrait dans la boutique, ses jambes devenaient lourdes et lui interdisaient toute longue marche. D'autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris. Ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières et mangeaient une friture dans un restaurant du bord de l'eau. C'étaient des jours de grande débauche dont on parlait un mois à l'avance. Thérèse acceptait plus volontiers, presque avec joie, ces courses qui la retenaient en plein air jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon. Elle y sentait se réveiller toutes les amitiés sauvages qu'elle avait eues pour la Seine étant jeune fille. Elle s'asseyait sur les graviers, trempait ses mains dans la rivière, se sentait vivre sous les ardeurs du soleil que tempéraient les souffles frais des ombrages, tandis qu'elle déchirait et souillait sa robe sur les cailloux et la terre grasse. Camille étalait proprement son mouchoir et s'accroupissait à côté d'elle avec 1000 précautions. Dans les derniers temps, le jeune ménage emmenait presque toujours Laurent, qui égayait la promenade par ses rires et sa force de paysan. Un dimanche, Camille, Thérèse et Laurent partirent pour Saint-Ouen, vers 11 heures, après le déjeuner. La partie était projetée depuis longtemps et devait être la dernière de la saison. L'automne venait, les souffles froids commençaient, le soir, à faire frissonner l'air. Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue. Il faisait chaud au soleil et l'ombre était tiède. On décida qu'il fallait profiter des derniers rayons. Les 3 promeneurs prirent un fiacre, accompagné de doléances, des effusions inquiètes de la vieille mercière. Ils traversèrent Paris et quittèrent le fiacre aux fortifications. Puis ils gagnèrent Saint-Ouen en suivant la chaussée. Il était midi. La route, couverte de poussière, largement éclairée par le soleil, avait des blancheurs aveuglantes de neige. L'air brûlait, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à petits pas, se cachant sous son ombrelle, tandis que son mari s'éventait la face avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou, sans qu'il parût rien sentir. Il sifflait, il poussait du pied les cailloux et par moments, il regardait avec des yeux fauves le balancement de hanches de sa maîtresse. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.